Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, fascinante même. Comment est-ce qu'on peut bien savoir ce qui est le mieux pour toute une société? C'est un vrai casse-tête qui a occupé des générations d'économistes et de philosophes. Allez, on plonge dedans. Pour bien poser le problème qu'on va explorer ensemble, commençons par un petit scénario, une image toute simple qui va nous aider à y voir plus clair. Imaginez la scène, une longue plage de sable fin, le soleil, et deux vendeurs de glace. La grande question, c'est où est-ce qu'ils devraient installer leur stand? Pas juste pour eux, mais pour que le résultat soit le meilleur possible pour tout le monde sur la plage. Et là, c'est limpide, non? La situation vraiment optimale, c'est pas seulement celle qui arrange les vendeurs, c'est celle qui maximise le bien-être de tous, collectivement. La deuxième option, où tout le monde marche moins, est clairement meilleure pour la communauté dans son ensemble. Cette idée de bien-être collectif, ça nous amène tout droit à la première grande tentative de mettre ça en équation. Une idée qui nous vient du XVIIIe siècle et d'un philosophe du nom de Jeremy Bentham. Et voici son principe, hyper célèbre et, il faut l'avouer, assez intuitif. La meilleure action, la meilleure politique, c'est celle qui crée le plus de bonheur possible pour le plus de gens possible. C'est direct, ça a l'air de tomber sous le sens. Donc, si on suit cette logique, on pourrait presque sortir une calculatrice pour décider ce qui est bon pour la société. L'idée est simple, on prend le niveau de bonheur de chaque personne, son utilité, et on additionne le tout. Plus le score final est élevé, meilleure est la situation. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple qui illustre parfaitement comment l'utilitarisme peut justifier. Par exemple, le transfert de ressources. Voilà la situation de départ. On a la personne A qui possède 30 unités de ressources, et puis la personne B qui n'en a que 10. Mais, et c'est ça le point clé, la personne B tire 2 fois plus de bonheur de chaque unité qu'elle reçoit. Bon, calculons le bonheur total de notre petite société. Pour A, 30 unités fois 1 point de bonheur chacune, ça fait 30. Pour B, 10 unités fois 2 points de bonheur, ça fait 20. Au total, on a un score de 50. Ça, c'est notre point de référence. Maintenant, imaginons que l'État débarque avec sa calculatrice utilitariste. Il se dit « on peut faire mieux ». Alors il décide de prendre 10 unités à A pour les donner à B. Maintenant, tout le monde a 20 unités. Que se passe-t-il? Et là, regardez bien le résultat. On refait le calcul. 20 unités pour A, ça fait 20 points de bonheur. Mais les 20 unités de B, elles, génèrent 40 points. Le nouveau total est de 60. Le bonheur général a augmenté. D'un point de vue purement utilitariste, l'opération est une réussite. C'était la bonne décision à prendre. Mais, et c'est un énorme mais, cette logique, si séduisante soit-elle, a un côté vraiment très sombre. Parce que si on la pousse à l'extrême, la recherche du bonheur du plus grand nombre peut nous amener à justifier le sacrifice d'une minorité. Pour bien comprendre le danger, prenons un exemple volontairement extrême. Une société coupée en deux, 50% d'autochtones, 50% d'immigrés. Dans ce scénario, les préférences racistes très intenses d'un groupe sont prises en compte dans le calcul. Les autochtones préfèrent la ségrégation, les immigrés la mixité. Alors, sortons à nouveau la calculatrice. Premier cas, la mixité. Le grand malheur des uns est parfaitement annulé par le grand bonheur des autres. Le score total de bonheur pour la société est de 0. Et maintenant, accrochez-vous bien. Dans le cas de la ségrégation, le bonheur des autochtones est à plus 100, celui des émigrés est à 0 et le total est de plus 50. Le calcul, froid et mathématique, vient de nous dire que la ségrégation est meilleure pour la société, parce qu'elle produit plus de bonheur total. On voit ici la faille monstrueuse de ce système. C'est justement pour éviter ce genre de conclusion terrifiante qu'un autre économiste, Vilfredo Pareto, a proposé une approche radicalement différente, beaucoup plus prudente, pour juger de ce qui est une véritable amélioration sociale. Et son idée est à la fois simple et puissante. Pour Pareto, on peut être certain d'avoir amélioré les choses à une seule condition. Il faut qu'au moins une personne y gagne et que personne, absolument personne, n'y perde. C'est le principe du « pas de perdant ». La différence est fondamentale. L'utilitarisme regarde si le gâteau global a grossi, quitte à ce que la part de quelqu'un ait été réduite. Pareto, lui, demande d'abord « est-ce que quelqu'un a perdu ne serait-ce qu'une miette ?» Si la réponse est oui, alors ce n'est pas une véritable amélioration. Pour visualiser ça, regardons ce graphique. Si on part du point E1 et qu'on se déplace vers le point E4, c'est clairement une amélioration au sens de Pareto. Pourquoi? Parce que le bien-être de A a augmenté, était celui de B aussi. C'est un cas pur de gagnant-gagnant. Mais attention, regardons maintenant le passage de E1 à E2.
Le gain de B a l'air bien plus grand que la perte de A. Pourtant, pour Pareto, la discussion est close. Ce n'est pas une amélioration. Le simple fait que la personne A ait perdu un tout petit peu suffit à tout bloquer. C'est ça la grande sécurité du critère de Pareto. Et quand on a fait toutes les améliorations possibles sans faire de perdant, on finit par atteindre un état où l'on est bloqué. C'est ce qu'on appelle un optimum de Pareto. C'est un point d'efficacité maximale où il est impossible de rendre quelqu'un plus heureux sans forcément rendre quelqu'un d'autre moins heureux. Il n'y a plus de gaspillage. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Eh bien, ce concept est absolument central dans la manière dont les économistes pensent l'efficacité des marchés libres. En fait, tout est lié par deux grands théorèmes en économie. Le premier nous dit en gros que si on laisse un marché parfaitement concurrentiel faire son travail, il va nous amener naturellement un état optimal au sens de Pareto. Efficacité maximale, pas de gaspillage. Le deuxième nous dit que n'importe quel état optimal peut être atteint via le marché, si on choisit la bonne répartition des richesses au départ. Et on termine avec la grande question. Si la théorie nous dit que les marchés sont si efficaces, pourquoi est-ce que les gouvernements interviennent tout le temps? Eh bien, tout simplement parce que le monde réel n'est pas un monde de concurrence parfaite. Il y a des monopoles, de la pollution, des inégalités, toutes sortes de défaillances de marché qui empêchent la belle mécanique de fonctionner. Et c'est précisément dans cet écart entre la théorie et la réalité que se trouvent tous nos grands débats politiques d'aujourd'hui.